Benghazi, la deuxième ville de Libye. C'est ici que la révolution a démarré en 2011. Mais les années qui ont suivi la chute de Mouammar Kadhafi ont été sanglantes. Des milliers de personnes sont mortes dans les affrontements qui ont opposé les hommes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et des milices islamistes. Aujourd'hui, les djihadistes ont perdu la guerre. Beaucoup ont été enfermés à Kouefia, une prison de haute sécurité. C'est la première fois qu'une caméra peut y entrer. Mais notre tournage se fait sous condition. Nous ne pourrons filmer que certaines zones du bâtiment et parler uniquement avec les détenus choisis par l'administration. C'est le général Khaled Majoub qui est chargé de la gestion des prisonniers. Il veut nous montrer sa méthode pour les déradicaliser, des cours de morale par petits groupes. Asseyez-vous. Tout va bien? On s'est déjà vu, non? Je vous ai manqué. On va évoquer quelques vérités pour que ce soit bien clair dans vos têtes. Les mouvements terroristes recrutent surtout des jeunes qui ne s'y connaissent pas vraiment en religion. Ils leur font sentir qu'ils peuvent devenir des héros et des combattants. Ces mouvements islamistes vont à contre-courant de la religion musulmane. Elle n'a jamais affirmé qu'il fallait tuer des gens. Ça n'existe pas. Certains prisonniers sont encore convaincus et affirment que quand ils sortiront, ils recommenceront. Ces gens-là, on ne peut rien pour eux. Merci. Cela paraît bien peu de choses face à des prisonniers radicalisés. Mais le général veut y croire. On les réhabilite pour qu'ils reviennent dans la société. C'est mieux que de les perdre. Quand on sent qu'ils peuvent être à nouveau de bons citoyens, qu'ils peuvent s'intégrer, alors ils peuvent sortir. Ils doivent dépasser toutes ces années passées en prison pour redevenir productifs. Difficile de savoir quelles sont les réelles intentions des autorités. Pour l'instant, les djihadistes ne sortent pas de cette prison. Garde à vous. Bonjour. L'information est confidentielle. Nous ne saurons pas combien de détenus compte la prison. En 2015, elle a été mise en cause par l'ONG Human Rights Watch pour ses mauvais traitements. Mais pendant notre tournage, l'administration va tout faire pour nous en présenter un visage idéal. Le capitaine Bachir Al-Jani nous sert de guide. Ça va le repas? C'est bon le couscous? Vous en avez souvent? Parfois il y a du couscous, parfois il y a du riz, ça change. Chaque jour il y a quelque chose de nouveau. C'est bien. Ça cale. Nous sommes dans la seule cellule que nous pourrons filmer. Ils sont une quinzaine à y être enfermés. Des hommes, de tous âges, arrêtés entre 2014 et 2018. Ils sont soupçonnés d'avoir commis de nombreux crimes terroristes. Ils ne quittent pas leur cellule, ni cette petite cour attenante. Ils font du sport ici, ils lavent leurs vêtements. Ils y prennent tous leurs repas. C'est là qu'ils passent le plus clair de leur temps. Hamid a 25 ans. Il a été arrêté en 2015 dans le centre de Benghazi. Il est désigné pour nous parler. Ici, tu vis une vie normale. Tu apprends à lire, tu apprends le Coran. Tu vas chercher ta nourriture, ton eau potable. Tous les jours se ressemblent. On nous parle de religion, on nous donne des conseils. On nous dit d'être patient. Alors moi, je patiente.
Et avec l'aide de Dieu, je vais aller au tribunal et je vais enfin pouvoir partir. Après 5 ans de détention, Hamid n'a toujours pas été jugé. Mais son procès doit enfin se tenir dans 2 jours. Il est accusé d'avoir été un cadre d'Ansar et Sharia, un groupe terroriste, ce qu'il conteste. Moi, je travaillais au marché, dans une boutique de matériel électrique. J'étais vendeur. Et puis un jour, on m'a accusé de terrorisme. Alors je me suis rendu. Coupable ou innocent? Les organisations humanitaires déplorent de nombreuses arrestations arbitraires lors de la reconquête de l'Est du pays par l'armée nationale libyenne. Les autorités affirment mener des enquêtes fouillées sur chaque individu. On nous présente un autre prisonnier, Mohamed. Lui a déjà été condamné à 10 ans de prison pour avoir été membre de Daesh, ce qu'il reconnaît. Devant la caméra et surtout devant ses geôliers, il se félicite presque d'être ici. J'étudie le droit. J'apprends des choses sur la Cour criminelle internationale. Quand on m'a attrapé, j'étais sur le point d'avoir mon diplôme. De toute façon, ici, tu dois purger ta peine. Soit tu dépéris, soit tu en profites pour apprendre des choses. Et moi, si je peux, plus tard, je ferai un doctorat. Et j'enseignerai à l'université, où je deviendrai procureur. Une fois par mois, les prisonniers ont droit à une visite. Pas de parloir, quelques minutes, pas plus, sous l'étroite surveillance d'un gardien. Aujourd'hui, Mohamed retrouve son père. Voilà. Comment ça va? Bien. Et la santé? Oui, ça va. Nasser n'est pas venu les mains vides. Voilà tes livres pour ton prochain semestre. Et voilà les résultats de tes examens. Des résultats encourageants. Le père de Mohamed est fier de lui, malgré tout. Il a encore un moment à passer ici. Et quand il sortira, il pourra faire quelque chose de sa vie. Il a déjà mémorisé le Coran en prison. Et là, il étudie encore. J'espère qu'il aura son diplôme. Et même un doctorat en droit international. Ça, c'est mon programme de cours pour le prochain semestre. C'est sur quoi les livres qu'il t'a apportés? Droit des nationalités, anglais, droit de l'homme, droit commercial. Toutes ces matières. La parenthèse n'a pas duré longtemps. La vie carcérale reprend vite. Allez, au revoir. Prends tes affaires, passe à la fouille et retourne en cellule. La réalité de la prison est sans doute bien plus dure que ce que nous avons pu filmer. Mais les conditions de vie des détenus ne sont pas une priorité pour les autorités, car Benghazi a été ravagé par la guerre. Les traces des combats sont partout. Après la révolution de 2011, une partie du pays tombe aux mains de milices islamistes. Le maréchal Haftar, ancien officier de Kadhafi qui a fait défection, décide de les combattre. La guerre durera 4 ans. Le général Khaled Majoub, l'homme chargé de la déradicalisation des prisonniers, a combattu à ses côtés. Cette zone était pleine de snipers. Ils choisissaient ces immeubles aux angles des rues pour pouvoir contrôler facilement tous les axes. Ils se cachaient là et ils ouvraient le feu sur nous. Tous ces immeubles étaient piégés. Ils ont été détruits.
Le général a perdu beaucoup d'hommes. Il en a gardé une haine profonde contre les djihadistes. C'était ici le dernier réduit de Daesh. Et c'est ici qu'on a proclamé la fin des opérations militaires et la libération de Benghazi. C'est là qu'on a écrasé les dernières milices. Beaucoup de leurs combattants sont morts et les autres ont été arrêtés et sont en prison. Retour à la prison de Kouefia. 16 prisonniers sont rassemblés dans la cour. Après l'appel, ils sont menottés, 2 par 2. Direction le tribunal militaire, situé dans une autre aile du bâtiment. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont être présentés à un juge après des années d'emprisonnement. Les prisonniers sont placés dans des cages, face au juge. Parmi eux, Hamid, qui clame son innocence depuis 5 ans. Cas numéro 170, année 2019. Ils n'ont droit qu'à quelques mots, après des années de silence imposé. C'est la première fois et peut-être la dernière qu'ils peuvent dénoncer les mauvais traitements dont ils se disent victimes. Quand ils nous ont fait entrer dans le commissariat, ils nous ont insultés, ils nous ont frappés et ils nous ont torturés. On a été accusés de tout et n'importe quoi. Après, Monsieur le Président, ils ont dit que mes voisins m'accusaient de faire partie d'une organisation terroriste. Autour d'Hamid. C'est son avocate, commise d'office, qui prend la parole. Même ligne de défense que les autres. Des aveux obtenus sous la torture n'ont aucune valeur. L'accusé, Monsieur le Président, a été soumis à de la torture physique et morale, de la violence. Quand l'accusation lui a demandé, et j'insiste sur ça, avez-vous été torturé? Il a répondu oui, j'ai été torturé. Il a été torturé pour lui faire dire des choses qui sont contraires à la vérité. L'accusé est clairement revenu sur ses aveux. Nous demandons donc qu'il soit innocenté de toutes ces accusations. Mais la plaidoirie ne semble pas convaincre les juges. Le civil Hamid, avez-vous pris connaissance de l'acte d'accusation? Oui. Reconnaissez-vous les faits? Non, je les nie. Accusation? L'accusation demande que soit appliquée la sanction maximale. Et ici, en Libye, la sanction maximale, c'est la mort. Le verdict est attendu dans quelques mois. Malgré tout, l'avocate d'Hamid veut retenir les points positifs. On se bat pour que la justice soit respectée et pour établir un état de droit ici, en Libye. Même si on marchait en boitant au début, aujourd'hui, il y a une vraie dynamique. Ce qui nous encourage à plaider avec force, sans peur, sans intimidation. Et même des parents de victimes exigent désormais la vérité. Une justice fragile, mais comment juger équitablement quand la rue réclame la tête des djihadistes? Dans le centre de Benghazi, chaque vendredi après la grande prière, des centaines d'habitants défilent. Ils brandissent les portraits de leurs proches tués par les milices islamistes et ils crient vengeance.
Ayman ne rate pas une manifestation. Son meilleur ami, Ihab, est mort dans une embuscade, après avoir rejoint les forces du maréchal Haftar. Je ne suis pas d'accord pour qu'on les mette en prison, tous ces terroristes, à les engraisser. Ce sont des combattants de Daesh, des chiens, des traîtres. Il faut les exécuter sur la place publique. Ils ont assassiné notre jeunesse. Il ne faut pas dialoguer avec eux. C'est clair ce qu'ils ont fait. Il faut les abattre devant le peuple pour que les mères des martyrs puissent arrêter de souffrir. Les blessures n'ont pas cicatrisé en Libye, loin de là. Si les armes se sont tues à Benghazi, elles continuent de faire des morts à Tripoli, la capitale, où les milices s'affrontent toujours. Le lendemain, nous retrouvons Ayman. Il rend visite à la famille de son ami. Devant la maison, un panneau qui rappelle son nom et son âge au moment de sa mort. 23 ans. Ici, les murs sont remplis de portraits des martyrs de la guerre. Mon Dieu, accueille-le parmi les justes. Ayman retrouve les trois frères de Ihab et Rajab, son père. Quand je viens leur rendre visite, c'est comme si j'étais dans ma deuxième maison. J'ai deux maisons, la mienne et celle-ci. Quand je viens ici, ça me repose. C'est comme si Ihab était encore avec nous. Rajab, le père de famille, ne s'est pas remis de la mort de son fils. Je suis toujours en colère contre ceux qui l'ont tué, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je me dis que la justice doit suivre son cours, c'est vrai, mais si j'étais juge, je ferais ce qui plaît à Dieu. Et comme l'a dit le Coran, le tueur doit être tué. Des équations impossibles à résoudre pour les autorités. Que faire des détenus libyens, haïs de la population? Mais que faire aussi des détenus étrangers, venus faire le djihad dans le pays? Ils sont nombreux dans la prison. La plupart sont originaires des pays voisins, Égypte, Tunisie, Algérie, Soudan ou Tchad. Il y a aussi quelques Européens. L'administration se trouve démunie. Les gens qu'on combat viennent du monde entier. Ils sont recherchés partout. Ils sont venus s'installer chez nous pour prendre part à des activités terroristes. Tuer, kidnapper, rançonner. On voudrait en finir avec le terrorisme en Libye, avant qu'il ne se répande à nouveau dans d'autres pays de la région, et notamment en Europe. Parmi ces détenus étrangers, une trentaine de femmes, souvent des épouses de djihadistes. Nous pouvons filmer l'interrogatoire de l'une d'entre elles. Elle est égyptienne et aurait été mariée à l'un des responsables d'Al-Qaïda au Maghreb, toujours en fuite. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir rencontré en personne le successeur d'Oussama Ben Laden, Ayman al-Zawahiri. Ce jour-là, ils interrogent la jeune femme sur le parcours d'un djihadiste qu'elle a bien connu. Est-ce que tu peux nous parler de la trajectoire d'Ali quand il est sorti de prison? Quand il est sorti de prison, il est parti pour le Mali. Puis il est arrivé en Libye, à Derna, et de là, il est allé en Turquie, en Irak et en Syrie. Actuellement, il est où? En Afghanistan? Je ne sais pas. Quelle est la relation entre Ali et Ayman al-Zawahiri? Je ne sais pas non plus. Et Belmokhtar? Belmokhtar? Il fait partie d'Al-Qaïda lui aussi. Il voulait envoyer un message à Ayman al-Zawahiri pour lui demander de pousser les jeunes à partir combattre au Mali. Fin de l'interrogatoire. Nous n'en apprendrons pas plus. La détenue retourne dans le quartier réservé aux femmes.
Le capitaine nous emmène dans une salle d'interrogatoire où attendent d'autres prisonniers étrangers. La plupart sont tunisiens. Ces quatre-là ont rejoint des groupes terroristes sur la frontière tuniso-libyenne. Et le cinquième, Yassine, est un franco-algérien. Lui aussi a rejoint une organisation terroriste. Un Français dans la prison des djihadistes. J'étais incarcéré dans une prison en France, dans une affaire dans le cadre de trafic de stupéfiants. J'avais une seconde affaire où j'ai été déféré au parquet et je me suis évadé du tribunal avec un passeport algérien. Je suis passé par l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. J'ai pris le bateau en Italie. Ensuite, je suis rentré en Tunisie et j'ai gagné la frontière algérienne par la Tunisie. Ensuite, je suis rentré en Libye. Yassine reconnaît avoir voulu rejoindre les djihadistes, mais selon lui, il a été arrêté avant de pouvoir combattre. Il n'en dit pas trop devant la caméra, mais il veut absolument quitter cette prison. Donc on vous a dit combien de temps vous alliez rester ici? Non, on m'a pas dit. On m'a pas dit. Et pour l'instant, vous attendez quoi? Moi, je veux le transfert en France ou en Algérie, peu importe. Donc ça reste difficile ici aussi C'est quand même difficile ici. On est loin des conditions qu'on a dans les pays des droits de l'homme. Les Tunisiens non plus ne s'attardent pas sur leurs conditions de détention. J'ai été arrêté à la frontière entre la Libye et le Soudan, avec ce groupe de 3 autres Tunisiens. On a été transportés dans cette prison à Benghazi depuis le sud libyen. Quelle était l'accusation? On a été accusés de faire partie d'AQMI. Et vous faisiez réellement partie d'Al-Qaïda? Oui. Jusqu'ici, on n'a pas été jugés. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Il y a juste eu une enquête. On voudrait rentrer chez nous en Tunisie pour revoir nos familles, recevoir des visites. Ça fait 3 ans qu'on est enfermés ici et nos familles n'en savent rien. Les autorités libyennes affirment avoir prévenu les pays concernés, notamment la France, sans avoir obtenu de réponse. Pour l'instant, les prisonniers étrangers ne sont pas prêts d'être transférés. Après toutes ces années de guerre, les habitants de Benghazi ont retrouvé un peu d'insouciance. Une partie de la ville a été reconstruite. Les parcs fermés par les islamistes ont rouvert. Autrefois livrés aux militaires, les rues offrent un autre visage, comme lors de ces rassemblements automobiles organisés dans le centre-ville. Mais avec des cellules djihadistes encore solidement implantées dans le pays et ces milliers de prisonniers à l'avenir incertain, la Libye est encore loin d'en avoir terminé avec le terrorisme.